Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de l'utilisation du critère semi-quantitatif de brouillage dans le cas d'interférences à deux ondes et dans le cas des problématiques de cohérence spatiale. Alors, c'est une méthode rapide qui nous permet de déterminer si il va présenter au sein d'une figure d'interférence un phénomène de brouillage ou non. En revanche, elle nécessite d'être utilisée avec une grande rigueur, d'autant plus que ce critère semi-quantitatif de brouillage, qu'on retient en général avec un delta P supérieur à 1,5, il s'utilise de deux manières différentes selon qu'on travaille avec des sources euh, spatialement étendues, c'est-à-dire des sources qui ne sont pas ponctuelles, ou des sources spectralement étendues, c'est-à-dire des sources qui ne sont pas monochromatiques. Et donc il convient d'être rigoureux sur son utilisation, et donc ici nous allons l'utiliser dans le cas d'une source étendue, et nous allons essayer de répondre à la question qui est ici posée. Depuis la Terre, le Soleil est vu sous un diamètre apparent de 0,5 degrés. En se basant uniquement sur la problématique de la cohérence spatiale, c'est-à-dire sur le fait que le soleil est une source étendue, peut-on visualiser des franges d'interférence lors d'une expérience de trou de Young en prenant le Soleil comme source? Donc essayez d'appliquer le critère semi-quantitatif à cet exercice, donc mettez la vidéo en pause, ne regardez pas tout de suite le corriger, et puis ensuite on va détailler la correction. Alors dans un premier temps, on va faire un rappel sur ce principe semi-quantitatif, euh, à quoi il nous sert et comment l'appliquer, et après on va résoudre l'exercice. Donc, revenons sur un dispositif interférométrique quelconque. On va juste se limiter à des dispositifs interférométriques à deux ondes. Ça peut être les trous de Young, ça peut être l'interféromètre de Michelson, par exemple. Et on cherche à observer sur un écran, par exemple, une figure d'interférence. Donc, M, ici, repère un point quelconque de l'écran. Quand on met déjà dans un premier temps une source qu'on va considérer quand on commence les interférences comme étant ponctuelles et monochromatiques. Donc par exemple, un point que je peux noter S, et si je dessine le spectre en longueur d'onde de l'onde émise, c'est une seule raie, donc une source monochromatique. Et ça, quand on traite cet exercice, on utilise en général la formule de Fresnel, et on voit apparaître sur la figure d'interférence des franges, alors des franges circulaires ou des franges rectilignes, ça va vraiment dépendre du système interférométrique, et ce qu'on retient, c'est qu'une frange brillante est caractérisée par un ordre d'interférence P égale la différence de marge des rayons qui, inter- qui interfèrent en M sur la longueur d'onde, et donc P est un entier lorsqu'on a une frange brillante, et P est un demi-entier lorsqu'on a une frange sombre. Voilà ce que l'on connaît. Donc ça, avec l'utilisation de la formule de Fresnel, c'est quelque chose qu'on sait résoudre. Le problème, c'est de revenir sur ces deux hypothèses. Que se passe-t-il quand nous utilisons des sources qui ne sont pas ponctuelles et ou qui ne sont pas monochromatiques pures? Alors, on va traiter les deux cas séparément. Quand on s'intéresse au fait que les sources ne sont pas ponctuelles, on considère donc que la source a une extension spatiale et on parle des problèmes de cohérence spatiale. A contrario, quand on s'intéresse à des ondes qui ne sont pas monochromatiques, eh bien, on va considérer que la source, ici au lieu d'être une simple raie, possède une extension spectrale, delta lambda, et on va considérer ce problème-là. Alors, il existe plusieurs manières de résoudre ce problème. Et la manière la plus complète, par exemple quand on a une source étendue, si ici on a une source étendue au lieu d'avoir une source ponctuelle, c'est de considérer que cette source étendue est constituée d'une infinité de sources ponctuelles les unes en dessous des autres, et que chacune émet des ondes qui sont incohérentes entre elles, puisqu'elles sont issues de différents points, de points différents de la source. Et si elles sont incohérentes entre elles, les rayons issus de ces sources n'interfèrent pas, et donc on peut sommer les intensités lumineuses associées à chacun des points. Ça, c'est ce qu'on peut faire dans le cours, et on a des calculs d'intensité lumineuse pour déterminer la figure d'interférence qui vont se ramener à des calculs d'intégrale. Mais quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a un moyen simple de déterminer s'il y a brouillage ou pas au niveau du point M. Comment savoir, lorsqu'on a une source étendue, s'il y a brouillage ou non au sein du point M? Eh bien, il suffit de considérer deux points particuliers de la source étendue, une source ponctuelle au centre et une source ponctuelle à l'extrémité. Et on va étudier, donc on a la source S qui est étendue, et on va prendre deux points particuliers de cette source, le centre et l'extrémité. On va d'abord allumer la source au centre toute seule. Donc là, pour l'instant, je ne représente plus la source étendue. Je me ramène simplement
au centre et à l'extrémité, et même dans un premier temps, j'allume la source au centre seul. Je me ramène au fait au cas d'une source ponctuelle monochromatique et je détermine l'ordre d'interférence au niveau de M quand on a allumé la source au centre seul. S'il est entier, c'est que j'ai une frange brillante. S'il est demi-entier, c'est que j'ai une frange sombre au niveau de M. S'il est entre les deux, c'est qu'on a une frange entre les deux au niveau de M. Deuxième étape, j'éteins la source centrale, donc je vais la mettre en, je vais la mettre je vais l'éteindre carrément, et j'allume uniquement la source extrême. Donc, hop. Donc là, je remets en pointillé la source étendue S et je n'allume que la source extrême. Encore une fois, j'ai un dispositif interférométrique éclairé par une source ponctuelle, la source extrême, qui va me donner une certaine figure d'interférence et je peux calculer l'ordre d'interférence créé par la source extrême au niveau de M. Eh bien, j'appelle delta P la différence des ordres que donnait la source au centre en M et la source extrême en M. Je peux prendre la valeur absolue pour m'assurer que delta P soit positif. Et que va-t-il se passer? Si delta P est nul, ça veut dire qu'au niveau du point M, on a le même ordre d'interférence que l'on allume la source centrale ou la source extrême. Ça veut dire que si la source centrale crée une frange brillante, la source extrême crée une frange brillante aussi, elles se superposent et donc au niveau de M, j'aurai une frange brillante. Si à contrario, delta P est égal à 1,5, ça veut dire que quand la source centrale crée une frange brillante, la source extrême crée une frange sombre. Et donc, si ici j'imagine que j'ai des franges brillantes et des franges sombres, des franges brillantes, des franges sombres, si j'ai une figure comme ça donnée par la source centrale et une figure décalée d'1,5 pour la figure formée par la source centrale, quand j'additionne les deux, j'ai un éclairement uniforme, brouillé. Et bien donc, quand delta P égale 1,5, c'est-à-dire qu'en un même point on a à la fois une frange sombre et une frange brillante, quand on va sommer les deux, on va avoir un éclairement uniforme, on va avoir un brouillage des franges, on va avoir un contraste nul, et ça c'est le critère qu'on retient. On a brouillage des franges dès que delta P est égal à 1,5. Et on admet, dans le cas des sources étendues, que dès que delta P est supérieur à 1,5, ce phénomène continue. Et donc, delta P supérieur à 1,5, ça va impliquer qu'on va avoir un brouillage de la figure d'interférence quand on travaille avec une source spatialement étendue. Donc, à contrario, si on veut observer un bon contraste de la figure d'interférence au niveau du point M, donc ça c'est au point M, hein, puisque la différence d'ordre d'interférence est évaluée au point M. Si on veut avoir des franges bien visibles au niveau du point M, il faut que delta P soit inférieur à 1,5. Et plus delta P sera petit devant 1,5, meilleur sera le contraste de la figure d'interférence au niveau du point M. Donc voilà ce qui se passe quand on travaille avec des sources spatialement étendues. C'est ce dont on va avoir besoin dans l'exercice. Je rappelle quand même rapidement ce qui se passe quand on va travailler avec une source qui sera maintenant désormais ponctuelle, donc une source ponctuelle, mais qui ne sera pas monochromatique cette fois-ci. Elle est donc constituée d'un spectre qui a cette allure-là, qui est centré en une certaine longueur d'onde lambda 0, et puis ici j'ai un lambda maximal et un lambda minimal. On va de la même manière se ramener à des sources ponctuelles monochromatiques. Tout d'abord, on va supposer que S n'est pas une source de spectre large, mais une source monochromatique de longueur d'onde lambda 0. Donc je me suis ramené à une source ponctuelle monochromatique. Je peux donc calculer P au niveau du point M lorsque j'éclaire le dispositif interférométrique avec la source monochromatique de longueur d'onde lambda 0. J'éteins désormais cette source monochromatique de longueur d'onde lambda 0 et je vais allumer une source monochromatique de longueur d'onde lambda max. De la même manière, je vais calculer au niveau du point M l'ordre d'interférence créé par cette source. Et bien encore une fois, je vais appeler delta P la différence d'ordre d'interférence entre ces deux cas particuliers et j'aurai le même raisonnement, c'est-à-dire que je pourrais voir des franges de manière nette au point M si delta P est inférieur à 1,5, mais si delta P est supérieur à 1,5, j'aurai au point M un brouillage. Alors vous voyez, à chaque fois, c'est le même critère sur la valeur de delta P, mais le delta P ne se calcule pas de la même manière que l'on soit en cohérence temporelle, c'est-à-dire quand on travaille avec une source spectralement étendue, ou en cohérence spatiale, c'est-à-dire quand on travaille avec une source spatialement étendue.
Donc maintenant que nous avons vu ça, nous allons donc nous avons rappelé ici la méthode lorsqu'on travaille avec une source large. On va d'abord s'intéresser à un point au centre de la source, un point à l'extrémité de la source, calculer l'ordre d'interférence en M dans les deux cas, et ensuite conclure sur le brouillage ou non des franges. Et on va donc, à partir de cette méthode, résoudre l'exercice suivant. On observe le Soleil avec un diamètre apparent de 0,5 degrés depuis la Terre. Peut-on, en se basant uniquement sur les considérations de cohérence spatiale, visualiser les franges d'interférence? Alors faisons un schéma. Donc le Soleil, on va le représenter comme ça. On a un dispositif de trou de Young ici, sur Terre. Donc deux trous, en général on appelle A la distance entre les deux trous, et derrière les deux trous, on va mettre un écran à une distance D. Je vais m'arranger pour pointer mon dispositif de telle sorte que l'axe de révolution du dispositif passe par le centre du Soleil. Le Soleil est bien entendu situé à l'infini par rapport à la taille de mon dispositif optique. Et qu'observe-t-on sur l'écran? Si je prends un point M sur l'écran, alors un point M sur l'écran, on va le repérer par cette distance X à l'axe en pointillé. Et peut-on observer des franges au niveau du point M? Eh bien, étape 1, nous allons considérer uniquement une source ponctuelle placée au centre du Soleil, et nous allons déterminer l'ordre d'interférence associé à cette source ponctuelle au niveau du point M. Alors, on allume la source au centre uniquement. Si on regarde ce qui se passe, on va refaire un schéma rapidement, il ne faut pas être avare de schéma pour ce genre d'exercice. Tous les rayons, donc la source au centre émet, c'est une source ponctuelle monochromatique, enfin qu'on suppose monochromatique ici puisqu'on ne s'intéresse pas au problème de cohérence temporelle. Elle émet des rayons dans toutes les directions, mais ces rayons, quand ils arrivent au niveau de l'interféromètre de Young, au niveau des trous de Young, en fait, ils sont parallèles entre eux puisque la source est à l'infini sur l'axe optique quand on la regarde depuis les trous de Young. Donc, on a des rayons qui vont arriver comme ça, et finalement au niveau du point M, qui est ici à la distance X de l'axe optique, enfin de l'axe représenté en pointillé, on voit que les deux rayons qui vont interférer, donc si j'appelle S1 le trou ici et S2 le trou ici, c'est les rayons qui passent par S1 et S2, donc on a ce rayon là qui vient de S1, donc il y a le rayon qui va passer par S2 qui par diffraction va avoir ce trajet là, et les deux vont se croiser au niveau du point M. Et en fait là on se retrouve avec l'expérience des trous de Young très classique. Je rappelle qu'on appelle A la distance entre les deux trous. Pour calculer l'ordre, moi je cherche l'ordre au point M quand la source centrale est allumée. Ben je me rappelle que c'est la différence de marche sur lambda, donc la différence de marche au point M. La différence de marche, je vais la définir comme le chemin optique de S centre AM moins le chemin optique de S centre AM, mais par deux rayons différents, celui qui passe par S2 et celui qui passe par S1. S centre est ici. Pour aller de S centre à S1 ou de S centre à S2, le chemin optique est le même. Et donc la différence de marche entre ces deux rayons va uniquement se résumer à S2M moins S1M. Et ça, c'est le calcul très classique qu'on fait lorsqu'on étudie les trous de Young pour la première fois. Et je peux écrire directement le résultat. La différence de marche qu'on trouve dans ce cas-là, c'est AX sur D. Ce qui me permet donc, première conclusion, P créé par l'ordre d'interférence créé par la source centrale au niveau de M, c'est AX sur lambda D. Premier résultat extrêmement important dans cet exercice. Deuxième étape, on ne va plus allumer S au centre. On va considérer une source ponctuelle extrait à l'extrémité ici. S que je mets ext comme extrémité. Alors de la même manière, cette source émet des rayons dans toutes les directions, mais quand ils arrivent au niveau du dispositif des trous de Young, ils arrivent tous parallèles puisqu'ils viennent de l'infini avec un certain angle. Alors cet angle, c'est lequel? Eh bien, on va refaire un schéma désormais pour bien voir l'étape 2. On allume
S extrême uniquement. On redessine encore les trous de Young, hop, hop, comme ça, l'écran derrière, le point M auquel on regarde les interférences, l'axe du système, la distance X, et souvenons-nous, on nous a dit que nous voyons le Soleil depuis la Terre sous un diamètre apparent qui nous était donné, qui était donné par l'énoncé étant égal à 0,5 degrés. Je vais l'appeler alpha égale 0,5 degrés. Et on va représenter le diamètre apparent. Ce qu'on appelle le diamètre apparent, c'est cet angle, si nous regardons le Soleil, sous lequel nous le voyons, donc alpha. Ici, je m'intéresse uniquement à cette source-là, qui émet donc des rayons qui vont arriver au niveau du système optique, qui sont tous orientés comme ça. Ils seront tous orientés en fait d'un angle alpha sur 2 par rapport à l'axe en pointillé. Tous ces rayons, parallèles entre eux puisqu'ils viennent d'une source à l'infini, sont avec un angle alpha sur 2 lorsqu'ils sont parallèles entre eux et forment un angle alpha sur 2 avec l'axe du système puisqu'ils arrivent de S extrême ici. Et ils vont, de la même manière que tout à l'heure, interférer. Donc j'ai le trou S1, le trou S2, et donc il va y avoir deux rayons qui vont interférer ici. Oups là, je ne les ai pas très bien dessinés, j'aurais dû utiliser une règle, mais vous sur votre feuille faites-le bien à la règle, ils interfèrent ici en M. Alors je vais dessiner un rayon qui arrive, voilà, qui passe par S2. Je vais dessiner uniquement les deux rayons qui m'intéressent, ça veut dire celui qui passe par S1 et celui qui passe par S2. Voilà. Et bon, de la même manière, donc là je vais avoir le rayon 2, ici le rayon 1. La différence de marge désormais, c'est S extrême M moins S extrême M, la différence des deux chemins optiques, mais en considérant le rayon 2 ou en considérant le rayon 1. Comment faire? Alors, on va décomposer. Il va y avoir S extrême 2, c'est aussi S extrême S2 plus S2M. Ce chemin-là, c'est bien tout le chemin de S extrême jusqu'à S2 plus le chemin de S2 jusqu'à M. Donc ça c'est représenté. Et S extrême 1, bah, ça va être S extrême jusqu'à S1 plus S1M. Donc quand je développe le moins, j'ai ça. S2M moins S1M, c'est ce qui va se passer à droite des trous de Young. Et ça, on le connaît, c'est AX sur D. Ça ne va pas changer par rapport au cas précédent. Donc je peux déjà écrire que c'est égal à S extrême S2 moins S extrême S1 plus AX sur D. Mais comment calculer la différence de marche entre les deux rayons ici, issus de S extrême qui est à l'infini, lorsqu'ils arrivent en S1 et en S2? Et bien là, je vais utiliser le théorème de Malus, qui me dit que les rayons 1 et 2 seront en phase sur des surfaces ici perpendiculaires au rayon, et donc quand le rayon 1 arrive en S1, il est en phase avec le rayon 2 quand il est ici au niveau du point H. Donc par théorème de Malus, on va pouvoir écrire que S extrême H est égal à S extrême S1. Et donc quand je vais faire S extrême S2 moins S extrême S1, la seule différence de chemin optique, elle sera ici, ce sera le chemin optique HS2. Donc, delta égale chemin optique HS2 plus AX sur D. Il nous faut donc maintenant déterminer le chemin optique HS2. Alors, regardons en détail. Souvenons-nous qu'ici, il y avait l'angle alpha sur 2. Et cet angle alpha sur 2, il se retrouve aussi ici. Et donc cet angle-là, donc l'angle alpha sur 2 se retrouve ici aussi par angle alterne interne, dans ce triangle-là. Ici, j'ai donc cet angle-là qui est égal à pi sur 2 moins alpha sur 2. Et donc alpha sur 2, en fait, je le retrouve également ici. Donc j'efface un petit peu des traits de construction pour mieux voir. Donc alpha sur 2 et cette longueur-ci, c'est cet angle-là, pardon. Et ici, nous avons toujours A, qui est la distance entre S1 et S2. Eh bien, il va suffire de prendre le sinus de alpha sur 2.
maintenant qu'on a vu le schéma de manière plus détaillée, on va prendre le sinus de alpha sur 2. Et on va se rendre compte que le sinus de alpha sur 2, c'est le côté opposé. Eh bien, c'est la distance hs2 sur l'hypoténuse A. Nous, ce que nous cherchions, c'était le chemin optique hs2. On est dans l'air ici. Donc, comme on est dans l'air, la distance hs2 est égale au chemin optique hs2. On prend un indice de réfraction de 1 pour l'air. Et donc, le chemin optique hs2, c'est A fois le sinus alpha sur 2. Je vérifie. Voilà. A fois le sinus de alpha sur 2 plus AX sur D. Voici donc la différence de marche au niveau du point M, et donc je peux calculer l'ordre d'interférence au niveau du point M quand j'allume S extrême. Et bien je trouve delta sur lambda, c'est-à-dire A sur lambda sinus alpha sur 2, plus A sur lambda X sur D. Voici donc l'étape numéro 2 qui est terminée. On a trouvé l'ordre au niveau du point M créé par la source externe. Et bien maintenant, au niveau de l'étape 3, pour savoir ce que j'observe au point M, c'est-à-dire des franges contrastées ou un brouillage des franges, je vais calculer delta P, c'est-à-dire la différence en valeur absolue des ordres au point M selon la source qu'on a allumée. Et en fait, comme il y a un terme commun au niveau des deux ordres, on trouve directement A sur lambda sinus de alpha sur 2. Et il nous reste donc à faire l'application numérique pour conclure. Donc j'ai remis ici les valeurs numériques classiques qu'on utilise avec des trous de Young. Donc on va prendre deux trous par exemple séparés d'1 millimètre. Alpha ici converti en radian. L'angle étant très petit, je vais pouvoir en fait assimiler le sinus de alpha sur 2 à alpha sur 2. Alors pour la longueur d'onde, alors c'est un petit peu délicat parce que le soleil n'est pas une source monochromatique a priori. Donc que prendre pour la longueur d'onde? Bon, on va prendre une longueur d'onde un petit peu moyenne dans le spectre. Bon, ici on va prendre 5-10-7 mètres, autour de 500 nanomètres. On va calculer delta P et en fait en le calculant, on se rend compte, même sans faire l'application numérique, qu'on a quelque chose qui est plus grand que 1. Ça veut dire que rien que par le fait, donc si c'est plus grand que 1, a fortiori c'est plus grand que 1,5. Donc rien que par le fait que le soleil est une source étendue, on ne pourra pas, avec le dispositif des trous de Young qu'on vient de présenter, observer des franges sur l'écran qu'on va mettre derrière. Indépendamment en plus du fait que le soleil n'est pas une source monochromatique. Ça sera un problème à considérer en plus, mais de toute façon, dû à son caractère étendu, avec le dispositif présenté, on ne verra rien sur l'écran. Juste une remarque supplémentaire. Vous avez vu que le delta P ici ne dépend pas de la position du point M, il ne dépend pas de X. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, on observerait soit partout des interférences sur l'écran, soit nulle part. Mais il n'y aurait pas des valeurs de X pour lesquelles on pourrait avoir delta P qui est plus petit que 1,5 et des valeurs de X pour lesquelles delta P est plus grand que 1,5, c'est-à-dire des zones de l'écran qui seraient brouillées et des zones de l'écran qui seraient nettes. Ça, c'est quelque chose qu'on va davantage rencontrer lorsqu'on travaillera avec des sources qui ne seront pas parfaitement monochromatiques, donc quand on s'intéressera à la cohérence temporelle. En général, quand on fait de la cohérence spatiale, l'écran est éclairé, enfin, disons que soit on a un bon contraste partout, soit on a un brouillage partout. Ça, voilà ce qu'on peut dire. Donc, conclusion de l'exercice, delta P supérieur à 1,5, on ne pourra observer d'interférence. On ne pourra observer de franges d'interférence sur l'écran. On aura un brouillage. Donc on ne pourra pas observer de franges d'interférence en raison du brouillage dû au caractère étendu de la source. Donc voilà comment utiliser le critère semi-quantitatif pour étudier la cohérence spatiale. Et vous voyez, on n'a pas eu besoin de découper le Soleil en une infinité de sources ponctuelles et d'intégrer les intensités lumineuses sur l'écran associées à chacune des sources ponctuelles. C'est vraiment l'intérêt de ce critère, c'est de faire une démonstration rapide et en simplifiant les calculs nécessaires.